Bienvenue sur Côté Canap. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers où la réalité se plie à la volonté de l'esprit. Accrochez-vous car nous allons explorer le mystère de l'hypnose, du spectacle, avec un invité exceptionnel, Jérôme de Gypnose, maître de l'illusion et de la suggestion. Il va nous révéler les secrets de son art. Préparez-vous à être surpris. Bonjour et bienvenue sur Côté Canap. Bonjour Jérôme. Bonjour Julie. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Aujourd'hui, on est là pour justement un petit peu parler de ta passion, de tes passions, et une en particulier, c'est l'hypnose. Tu as créé Gypnose. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc, je m'appelle Jérôme, comme tu l'as déjà dit. Alors, j'ai à la base un salon de coiffure du côté de Gré-d'Oisseau dans le Brabant wallon. Évidemment, j'ai créé Gypnose, mais avant d'être hypnotiseur et d'avoir la casquette des spectacles d'hypnose, la thérapie en hypnose, je faisais de la magie et donc c'est ça qui m'a amené à l'hypnose. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Alors j'ai été formé il y a un peu plus de 3 ans, mais en gros, peu importe le temps, en un week-end, je peux former quelqu'un et il peut devenir hypnotiseur. Ça relève presque de la magie en fait. Presque. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à découvrir ce milieu de l'hypnose ? Mais du coup, la magie et l'hypnose, c'est un peu lié, on va dire. Les derniers spectacles de magie, je vais pas dire que je m'éclatais plus, mais j'avais plus ce côté waouh que le public me donnait avant. Et puis la magie, on en voit beaucoup à la télé, beaucoup sur Internet et ce genre de choses. Et les spectateurs sont beaucoup moins surpris. Et moi, je suis allé voir un premier spectacle d'hypnose où là, j'ai trouvé ça dingue et incroyable. Et c'est de là que j'ai voulu me renseigner sur le sujet et vouloir le faire. Et comment tu t'es formé ? T'as trouvé quelqu'un ? C'est des livres ? Comment t'as fait ? Alors, au tout début, moi je pensais que c'était un don, que ça se transmettait de génération en génération parce que c'est ce qu'on nous faisait croire et qu'on a toujours gardé un mythe par rapport à ça. Et ensuite, j'ai commencé par lire beaucoup de livres, mais les livres que je lisais, c'était beaucoup sur la thérapie en hypnose, donc les arrêts de tabac, les phobies, la gestion du stress et ce genre de choses. Et au départ, je pensais ne pas vouloir travailler la thérapie. Et donc, c'était très compliqué. Puis, j'ai rencontré un premier hypnotiseur qui m'a cassé en me disant « Ouais, il n'y a pas d'hypnose de spectacle. » Enfin, bref. Et j'ai pas trouvé de formation d'hypnose de spectacle en Belgique. Donc, je me suis renseigné, j'ai dû partir à Paris. Donc toi, vraiment, tu avais déjà cette ambition de créer un spectacle. Tu es vraiment dans le showbiz, on va dire, avec cette casquette de magicien que tu as. Ouais, c'était surtout le fait que j'adore le show, comme tu... Ouais, voilà, donc moi, le show, c'était vraiment ça que je voulais faire. Et en fait, donc je me suis dit, je veux faire l'hypnose de spectacle. Et moi, je me voyais mal. Mais quand je voyais un peu les vidéos de Mesmer et ce genre de choses, et les vidéos d'hypnotiseurs, enfin d'hypnothérapeutes qui parlaient tout doucement, très lentement et tout. Et moi, j'avais ce côté énergique et je voulais faire du show et du spectacle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste l'hypnose pour toi, à ceux par exemple qui n'y croient pas, qui sont sceptiques ? Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, qui sont sceptiques, qui ont peur de l'hypnose parce que c'est quand même un côté mystérieux. Mais j'ai envie de dire à tous ces gens-là qu'en fait, toute personne rentre en minimum 5 à 7 fois par jour en état d'hypnose. L'hypnose, c'est quelque chose de tout à fait naturel et toutes les personnes vivent cet état 5 à 7 fois par jour. Je peux te donner un exemple. Imaginons, tu es sur ton téléphone, tu scrolles sur ton téléphone et il y a des gens qui parlent à côté de toi, qui te posent des questions. Tu es tellement absorbé parce que tu fais sur ton téléphone que tu n'écoutes même pas la question. Ça, c'est un état d'hypnose. Par exemple, tu prends ta voiture, tu fais toujours le même trajet d'un point A à un point B et à un moment donné, tu es en pilote automatique et tu sais même plus par où tu es passé parce qu'en fait, tu es en état d'hypnose et parce que c'est une sorte d'état de veille. C'est ça, exactement. C'est entre un peu au moment où tu vas t'endormir, tu es dans ton lit et t'es là un peu dans tes rêves comme ça et c'est vite entre les deux mondes là, tu vois. Et donc d'après ce que tu expliques, tout le monde peut devenir hypnotiseur. Tout le monde peut créer cet état de veille chez l'autre. Tout le monde peut devenir hypnotiseur, comme tout le monde peut apprendre la guitare, mais tout le monde ne sera pas des champions de guitare. Ok. Donc il y a des gens qui sont, en tout cas en spectacle, que ce soit en spectacle ou en thérapie,
Moi, j'aime bien parler du côté spectacle parce que c'est vraiment ça que je fais le plus. Il y a plein de formations, il y a plein de choses, mais tout le monde ne sera pas dans la possibilité de faire un spectacle, de remplir des salles, de créer un spectacle parce que il faut des idées et voilà. Et qu'est-ce qui te différencie finalement du milieu de la magie? Je trouve que quand on fait un spectacle de magie, il y a tout ce côté, il faut déplacer beaucoup de matériel. La magie, ça coûte quand même cher parce qu'il faut créer, donc il faut acheter du matériel, ça coûte cher. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont vues, revues et re-revues et repris par tous les magiciens. Les spectateurs sont un peu blasés parce qu'ils ont déjà quasi tout vu. Et en hypnose, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de matériel à apporter. On joue avec l'humain et en fait, on ne sait jamais, même si nous on dit, voilà, on va faire oublier le prénom à quelqu'un, on ne sait pas du tout comment cette personne va réagir. Et c'est vraiment les réactions du public, les réactions de la personne hypnotisée qui pour nous est génial parce que c'est avec ça qu'on joue, quoi. Par rapport à l'hypnose, comme ça, est-ce qu'il y a des mythes que tu essaies de casser, des peurs par rapport à ton spectacle que les gens ont? J'imagine que parfois tu dois souvent rencontrer lors de tes spectacles des gens qui sont sceptiques, qui auraient peur que tu leur fournisses, que tu donnes par exemple l'indication de donner, je sais pas moi, le code du numéro de compte ou révéler des secrets. Il y a peut-être un côté un peu apeuré, malaise. Donc qu'est-ce que tu fais par rapport à ces gens qui viennent en étant sceptiques et apeurés à ton spectacle? Ouais, il y a toujours la première chose qui revient toujours, c'est non, j'ai pas envie de me faire hypnotiser, j'ai pas envie de faire la poule. Alors, je sais pas pourquoi on associe l'hypnose à la poule, mais bon, soit. Ok. Alors, moi, je dis toujours aux gens, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire la poule, ça va être pire que ça. Oh. Mais t'es rassurant. Non, mais en fait, justement, on peut pas faire quelque chose que les gens n'ont pas envie de faire. Donc, sinon, j'aurais déjà hypnotisé mon banquier et je serais sur une île déserte et je serais pas ici à me casser la tête. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a tous une barrière et donc on peut pas franchir cette barrière. Donc en soi, si par exemple, quand quelqu'un est en état d'hypnose, la personne est toujours consciente de ce qui se passe. Elle réagit à ce qu'on dit, mais si on la met dans un état de danger, il y a son côté reptilien qui va prendre le dessus et du coup, elle ne va pas se mettre en danger. Quoi. Si je te demande de sauter du 4e étage, tu ne le feras pas parce que tu sais que tu es en danger. En fait, à partir du moment où ça ne correspond pas à ce que tu as envie, en état d'hypnose, ou tu sors de l'état d'hypnose, ou tu n'as pas de réaction. Si je te demande de danser, par exemple, devant tout le monde, et que tu es quelqu'un de hyper timide, ça va peut-être pas coller à ta personnalité, et tu vas ou sortir de l'état d'hypnose, ou simplement tu vas pas faire la suggestion qu'on te demande. Ok. Et est-ce que tu fais des hypnoses à distance, par exemple? Ça m'est déjà arrivé de faire des hypnoses en vidéo et que ça marche très très bien, mais j'aime toujours bien avoir un premier contact avec la personne. Ouais. Avant de faire une seconde, et alors après on peut faire des hypnoses en vidéo. Quand il n'y a vraiment pas la possibilité, on peut le faire à distance, mais c'est très compliqué. On a besoin de savoir, de voir comment le sujet réagit. Donc il y a toujours le côté verbal, le non-verbal, et nous on a besoin de ça pour un peu voir comment la personne se comporte. Pour revenir un peu à ton spectacle, donc tu as quand même un facteur stress de ton côté, puisque tu choisis des gens dans le public, j'imagine, qui sont tes cobés. Et t'as toujours ce risque quelque part d'avoir quelqu'un qui peut ne pas être réceptif. Il y a toujours ce risque. Il faut savoir que sur une salle de spectacle, on a toujours plus ou moins 10 à 20% de gens hyper hypnotisables, hyper réceptifs, on appelle ça, avec qui on peut faire un spectacle d'1 heure, 1 heure et demie. Si on a une salle de 100 personnes, on a 10 à 15 personnes hyper réceptives. Alors maintenant, les statistiques sont comme ça, mais par expérience, on a un tout petit peu plus, mais parfois ça arrive que c'est moins parce qu'en fait on travaille avec l'humain et il y a des gens pour être hypnotisés, ça dépend de la personne qu'ils ont en face d'eux, ça dépend le feeling, ça dépend comment ils se sentent ce jour-là. Qu'est-ce que tu as déjà suggéré en spectacle? Fais-nous un petit peu découvrir en avant-première, un petit teasing. Nous, ce qu'on aime vraiment bien faire, nous on fait d'abord on démystifie ce que c'est l'hypnose parce que justement, comme tu disais, il y en a qui ont peur, qui ne savent pas à quoi s'attendre. On explique un peu ce qui va se passer pendant le spectacle sans trop leur dire, hein, mais alors nous pendant le spectacle, on les fait voyager, on les fait prendre l'avion. Dans l'avion, comme c'est un long voyage en avion, ils voient un film et quand ils voient un film d'horreur, ils voient un film de tristesse, un film joyeux et donc quand ils voient un film joyeux, ils rigolent comme des baleines et ça parce que eux ils sont persuadés de voir un film alors qu'il n'y a rien devant eux. À ce moment-là, quand ils sont dans cet état-là, je pourrais par exemple leur donner un téléphone en main et leur dire que c'est leur star préférée et ils vont embrasser le téléphone comme si c'était leur star préférée. C'est fou. Donc on fait ça, on leur fait boire de l'eau en leur faisant croire que c'est un alcool hyper puissant et qu'à chaque gorgée ils vont être bourrés. Commence
à tituber sur la scène alors qu'ils boivent que de l'eau. On leur fait oublier leur prénom et des choses comme ça. Et donc il y a une part un peu d'improvisation. Notre spectacle est écrit, on sait qu'on va faire cet effet-là, cet effet-là, cet effet-là, cet effet-là, mais il y a beaucoup de parts d'impro parce que si on a des sujets qui réagissent super bien, ben on peut partir un peu dans tous les sens, et ce qui est génial. Et si ça réagit mal, inversement, on doit revenir, parce qu'il y a des stades et des niveaux qu'on ne peut pas franchir en hypnose. Et donc, si par exemple, il y a un niveau qui n'est pas franchi, on ne peut pas aller au niveau supérieur. Tu as des strates d'hypnose. Voilà, c'est ça. Il y a des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, en fonction du niveau des gens. Si par exemple, on décide maintenant, ah ben voilà, on va faire oublier le prénom et qu'on n'a pas passé le niveau inférieur, ben c'est pas possible, quoi. Et est-ce que tu as des souvenirs comme ça, de scènes que tu as envie de nous faire partager? Des souvenirs, des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs? Des souvenirs. Le tout premier spectacle qu'on a fait, parce que là j'étais en duo justement avec quelqu'un, c'était assez incroyable. Moi parce que maintenant je donne aussi quelques formations et ce genre de choses. Et en fait, à partir du moment où la personne a suivi une formation et qu'on lui dit maintenant, t'es hypnotiseur, t'es convaincu que t'es un hypnotiseur et que tu t'adresses au public en disant je suis sûr de moi, je suis hypnotiseur, ben le public va être embarqué dans ton truc. Et en fait, j'avais suivi ma formation niveau 1, donc j'avais même pas fait tout le cursus. En formation, j'ai fait une story et j'ai une fille que je connaissais qui me dit voilà, j'organise un gros truc à Louvain-la-Neuve. Chaque année, il y a, ça s'appelle les 1001 scènes et on fait chaque fois des spectacles. Est-ce que ça t'intéresse de faire un spectacle? Et j'étais en formation. Je dis ok, je le fais, je le prends. Et le premier spectacle, c'était ça. J'avais pas toute ma formation qui était acquise, mais voilà, moi je suis arrivé sur scène en étant persuadé que j'étais hypnotiseur, je l'ai transmis au public, personne m'a dit les gens étaient persuadés que ça faisait des années que je faisais ça, alors que je revenais à peine d'un week-end de formation, quoi. C'était un peu du bluff là. Ah carrément, mais voilà, moi je me suis dit go, allons-y, quoi. Et des anecdotes peut-être que tu as eu avec des gens que tu as hypnotisés, que tu as envie de nous faire partager? Il faut savoir que quand on hypnotise quelqu'un une première fois, qu'on a eu un contact avec eux, on peut garder ce contact pendant des années. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos d'hypnose, en tout cas en spectacle, il suffit qu'on claque des doigts à partir du moment où on les a mis une première fois en état d'hypnose, juste en claquant les doigts, et ils repartent dans cet état d'hypnose. Et en fait, moi j'ai rencontré quelqu'un en rue une fois que j'avais eu sur scène, et pour le délire, je me suis dit je vais voir si ça fonctionne encore, et je me suis approché d'elle, j'ai juste dit dors en claquant des doigts, et la fille elle est repartie en état d'hypnose. Ah, c'est surprenant. Donc ça c'était vraiment top. Et donc tu disais il y a une différence entre hypnose sur scène et hypnose thérapie. Tu sais nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est l'hypnose thérapeutique? L'hypnose thérapeutique, c'est gérer un peu tous les problèmes qu'une personne peut avoir liés à la santé mentale, on va dire. Donc, quand je dis tout, on a des limites. On n'est pas médecin, on n'est pas psy. Il y a des hypnothérapeutes qui ont une formation de psy. Moi, je ne l'ai pas. Mais jusqu'à présent, j'ai déjà géré le stress, j'ai déjà géré des burn-out, j'ai déjà géré des ruptures amoureuses compliquées, plein de choses comme ça. C'est un outil hyper puissant parce que nous on va vraiment au cœur de la problématique et on essaye de gérer la problématique comme des phobies et ce genre de choses. Quand tu insuffles comme ça cette hypnose, ce sont des états de veille mais qui se dissipent. Admettons par exemple quelqu'un qui subit une addiction, tu vas lui dire d'arrêter de fumer. Il ne va peut-être plus fumer pendant 3 jours, mais ça va à un moment donné se débloquer cet état d'hypnose. À partir du moment où ils sortent du cabinet, l'hypnose ne fait déjà plus effet. Donc moi, ils sont pas hypnotisés. Je fais mon travail thérapeutique en état d'hypnose parce que je travaille là quand je fais un travail thérapeutique, c'est pas une hypnose très profonde. Tout dépend de ce que je dois travailler, mais moi je suggère à l'inconscient. Donc là ça devient compliqué au niveau des termes et ce genre de choses. Moi en fait je lui dis maintenant, à partir de maintenant tu ne veux plus fumer, je fais un dégoût du tabac, puis je lui dis qu'il n'est plus fumeur. Tu insuffles l'idée. Voilà, qu'il n'est plus fumeur, qu'il n'a jamais été fumeur. Si la personne pendant 1 an a déjà arrêté de fumer grâce à l'hypnose et qu'elle rechute, ça fait partie du processus et c'est déjà très bien qu'il a pu s'arrêter pendant 1 an. Et là, il y a un truc que je fais beaucoup en ce moment, enfin beaucoup, ça commence et c'est vraiment un truc que je veux vraiment mettre en place, c'est l'accompagnement mental pour les sportifs. Je commence à travailler avec des gens qui font du triathlon, des cyclistes et j'aimerais bien travailler dans le milieu des sports de combat. Ça consiste en quoi l'accompagnement pour un sportif ?
Alors en fait, un sportif peut être très 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 bon, mais s'il ne sait pas gérer son stress et son mental, il peut prendre des mauvaises décisions au mauvais moment et au mauvais endroit. Prends l'exemple du cycliste que je suis, c'est qu'il n'arrive pas avec son stress, il ne voit plus à quel moment il doit prendre les bonnes décisions, parce qu'il est dans un état de stress second. Imaginons il est dans le peloton, il va y avoir une petite attaque dans le peloton, lui il va sauter sur tout ce qui bouge, parce qu'il dit si je le fais pas, ça va pas aller. C'est des mauvaises décisions, parce qu'à un moment donné, il fait trop d'efforts au mauvais moment, au moment où lui doit produire son effort, mais il a plus les forces et l'énergie qu'il faut. Il faut tu vas vraiment travailler sur son stress et réussir à trouver des techniques pour le canaliser alors. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Et alors, on appelle, il y a des trucs qu'on met en place pendant la course, avant la course, qui soient vraiment relaxés, et que même pendant la course, le fait, par exemple, ce qu'on appelle des ancrages, quand il prend un bidon et qu'il boit un coup, c'est justement au moment où il a besoin, parce il va peut-être trop dans ses pensées qui sont un peu négatives ou trop folles. Et alors, tu bois un coup et ça va te calmer. C'est vraiment un domaine que je ne savais pas qui pouvait se développer, de l'hypnose pour les sportifs. Oui, on fait des opérations sous hypnose aussi. Hein. Donc à la place d'une anesthésie, ouais. et la personne ne se souvient de rien. Alors, quand tu es en état d'hypnose, on va quand même être assez clair. Si on te dit qu'à la fin de l'hypnose, tu te souviens de tout, tu vas te souvenir de tout approximativement. Parce qu'il y a des choses que tu vas oublier. Mais si nous, on te dit à la fin d'un spectacle, je parle en spectacle, hein, pas en spectacle, si je te dis, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé, ça va vous faire rire et vous en garderez un énorme souvenir, la personne va se souvenir de plus ou moins 80% des choses qui se sont passées. La seule chose, c'est qu'en état d'hypnose, tu ne peux pas savoir combien de temps ça a duré, si ça a duré 2 minutes, 3 minutes, 6 minutes ou 1 heure, en fait. Parce que tu n'as pas de connaissance du temps. Ouais, c'est ça, la réalité est un peu perturbée. Et donc là, quand c'est en hypnose thérapeutique ou en hypnose, quand on parle d'une opération, là, on va pas dire à la personne, vous vous souviendrez de tout. Le but, c'est que c'était hyper léger pour elle l'opération et que ça se passe bien, quoi. Donc on va pas lui dire, tu te souviens. Ouais. Le but est vraiment là de la mettre, de la relaxer parce que voilà, si depuis quelques années on fait des opérations sous hypnose, on fait des accouchements sous hypnose et ce genre de choses, il voudrait que ça soit un peu reconnu. Maintenant qu'on se le dise, l'hypnose de spectacle ne sera jamais reconnue. Moi, ce qui m'énerve en tout cas dans le monde de l'hypnose, j'ai pas peur de le dire et je le dis même en spectacle, c'est que les hypnothérapeutes détestent les hypnotiseurs de spectacle. Parce qu'ils trouvent qu'on n'a soi-disant pas une bonne éthique, qu'on respecte pas les gens et ce genre de choses. Mais moi qui étais super bien formé en hypnose de spectacle avec une éthique de dingue et qui ai fait une formation d'hypnothérapeute, j'ai envie de dire aux hypnothérapeutes que si leurs cabinets sont aussi remplis, c'est grâce à des gens comme nous, grâce à des gens comme Mesmer qui sont sur scène et qui expliquent dans des salles de spectacle qu'avec l'hypnose, on sait travailler sur les phobies, on sait faire des arrêts de tabac, on sait travailler sur plein de choses et c'est grâce à nous. Pour toi, en fait, c'est une porte d'entrée, une voie qui permet justement de faire comprendre cet univers aux gens et qui permettent de les renvoyer justement vers des thérapeutes spécialisés dans les hypnoses, selon toi. Exactement, ouais, parce qu'en fait, souvent, parfois, il y a des gens qui sont pas bien. Enfin, là, en général, il y a un mal-être général pour beaucoup de monde. On va souvent voir un psy et ce genre de choses parce que c'est la voie la plus directe. On connaît le psy, on sait sur quoi il travaille, mais parfois, un hypnothérapeute, je trouve qu'il peut travailler beaucoup plus vite sur certaines choses, sans critiquer du tout les psys, parce que c'est pas du tout ça que je veux faire. Moi, je travaille avec beaucoup de psys et je collabore avec pas mal de psys justement parce qu'on se renvoie des patients, parce que moi, il y a des limites que je n'ai pas. Eux, ils ont leur façon de travailler qu'ils n'ont pas en hypnose et je trouve que c'est chouette. Ah ouais, j'ai quand même une question peut-être, mais est-ce qu'il existe une réglementation par rapport à l'hypnose ? Sujet et question très 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 délicate. Pour le moment, l'hypnose n'est pas reconnue. Que ça soit de l'hypnose médicale, de l'hypnose thérapeutique, de l'hypnose... En fait, il n'y a aucune règle pour le moment qui reconnaît l'hypnose. Et c'est très 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 compliqué parce que justement, pour l'instant, il y a des gens qui aimeraient que l'hypnose soit un peu reconnue, en tout cas dans le milieu médical. Maintenant que tu as ces compétences d'hypnotiseur, est-ce que du coup tu utilises tes compétences sur tes proches ? Est-ce que ce sont un peu tes cobayes ? Très très bonne question.
Et en fait, les personnes les plus proches de toi ne sont pas hypnotisables. Quoi ? C'est pas qu'elles ne sont pas hypnotisables, mais c'est parce qu'elles te connaissent sous un autre registre. J'ai pas ma casquette d'hypnotiseur tout le temps. Moi, Non. Voilà. Et le problème, c'est que tout ce qui est famille, amis très proches, les amis, ça peut encore aller. Les amis proches, ça peut encore aller. Mais ils ont toujours du mal à te prendre au sérieux, en fait. Il faut qu'ils te voient vraiment en spectacle et ce genre de choses. Mais en fait, quand tu as une relation très fusionnelle ou très proche avec quelqu'un, c'est difficile de les emmener dans un état d'hypnose. Ah ouais, donc tu n'as pas d'anecdote par rapport à ta Si, famille. j'en ai une justement par rapport à mon formateur, mais quand j'ai fait ma formation, le formateur était très proche d'une fille, mais il se passait rien entre eux, voilà. Et la fille, elle était hyper réceptive, c'était un truc de dingue. On pouvait faire ce qu'on voulait avec elle, ce qu'on voulait, je veux dire, dans le sens où voilà, on avait qu'à claquer des doigts, elle partait dans cet état d'hypnose hyper. Et 6 mois plus tard, quand je vais suivre ma deuxième formation, je me retrouve dans un groupe avec plus ou moins les mêmes personnes, dont cette fille qui est là, mais entre-temps, elle était en couple avec le formateur. Ah. Eh ben, le formateur ne savait plus l'hypnotiser. Ah. Mais tout le monde y arrivait, sauf lui. C'est bizarre. Parce qu'il y avait cette relation de confiance qu'ils avaient entre eux, cette proximité, et donc ça brisait le... Ça ne fonctionne plus. Voilà. Dommage, hein. Ouais, dommage. Ce serait sympa, hein. Ouais, ce serait très sympa. Peux-tu faire la vaisselle ? Ouais. Je vais peut-être prendre des cours, si c'était possible. Ouais, c'est ça. Je voulais juste revenir aussi par rapport au show, tout ça. Tu parlais de Mesmer tout à l'heure. Tu as eu l'occasion de le rencontrer. Qu'est-ce que tu penses de cet artiste ? Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme. Bien sûr. Le rencontrer, non. Le voir en spectacle, oui. Parce que c'est quand même lui qui a ouvert les portes et qui a fait que si on est sur scène aujourd'hui... c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui a un peu démocratisé l'hypnose, on va dire, qui a ouvert beaucoup de portes. Moi, je respecte vraiment son show. Lui, il fait vraiment un show à l'américaine. Il remplit des salles incroyables. C'est exceptionnel. Il y a juste parfois des petites choses qui ne me plaisent pas dans ce qu'il fait, mais ça, c'est vraiment personnel en tant qu'hypnotiseur. Et je veux dire, si j'en parle, personne va comprendre. C'est parce que moi, je vois en tant que professionnel, on va dire, dans le milieu. Je vois quelques trucs c'est pas le genre d'hypnose que parfois moi je ferais. Mais t'aimerais bien avoir ce niveau à l'américaine, un petit peu ce côté show. Mais tout le monde rêve de ça parce que c'est quand même incroyable. Et ce qui est chiant, c'est que c'est un peu dommage que des artistes d'autres pays ouvrent les salles en Belgique, etc., remplissent des salles en Belgique ou sont engagés pour plein de trucs, alors qu'il y a tellement d'artistes belges talentueux à qui on pourrait leur laisser la place. Ouais, je comprends. Tu es en train donc de monter un spectacle ici prochainement ? Oui, le 13 mars au cinéma Wellington à Waterloo. T'es tout seul sur scène ? On est à deux avec Jean-Michel, qui lui aussi, on s'est associé à deux parce qu'on a une énergie totalement différente, lui et moi. Ok, donc c'est une date le 13 mars. 13 mars. Après, j'ai d'autres dates et d'autres, mais là, ici, c'est un spectacle. C'est le gros show. C'est le gros show dans un cinéma, il y a 250 places disponibles. Il reste encore des places, donc si les gens écoutent ce podcast et qui veulent s'inscrire, qu'ils n'hésitent pas à réserver. Donc... Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous partager par rapport à l'hypnose ? Que les gens qui sont sceptiques, curieux, qui pensent que c'est des acteurs, c'est souvent ce qu'on dit, ouais, c'est pas possible, c'est des comédiens, Ouais, c'est vrai qu'on entend souvent ça. Ouais, je les invite vraiment à venir nous voir en spectacle. Ils vont comprendre, moi j'étais très sincèrement, les premiers spectacles que je suis allé voir, j'ai comme ces gens-là, j'étais dans les 80% des gens qui disaient ouais c'est des acteurs, c'est des comédiens. Alors moi j'avais ma part de magie où je me dis ouais ça existe, mais j'étais quand même un peu sceptique. Et puis il a fallu que j'aille à un deuxième spectacle où quelqu'un de ma famille est monté sur scène pour que là tu comprennes vraiment que quand tu vois les réactions de quelqu'un que tu connais, tu dis ah ouais ça fonctionne. Mais c'est vrai que oui, sinon je comprends les gens qui parfois se disent ouais c'est pas possible, ça marche pas. Mais si, je vous invite vraiment à venir. Et vous verrez, vous passerez une bonne soirée parce qu'on rigole beaucoup. Et même si c'est pas du stand-up, c'est très très drôle. Et puis voilà. Eh ben merci beaucoup. Mais de rien, avec grand plaisir. Et voilà, notre voyage dans le monde fascinant de l'hypnose, du spectacle touche à sa fin. Un immense merci à Jérôme pour ses éclairages et ses anecdotes captivantes. J'espère que cet épisode a éveillé votre curiosité et vous aura donné envie d'aller voir son spectacle le 13 mars au cinéma Wellington à Waterloo. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je
vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Côté Canap. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.